Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici à Metz dans le cadre du salon Agrimax. Alors, quel rôle peut jouer l'élevage dans la captation du carbone? C'est le thème de ce débat et j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Gaillot. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du Conseil régional Grand Est. Juste à votre gauche, Joël Limousin, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la FNSEA. À ma droite, Guylain Deviron, éleveur dans la Sarthe. À Rouperou-le-Coquet. Exactement, Voilà. et vice-président de la FNPL et président du collège producteur du CNIEL. Et juste à votre gauche, Hervé Lapille. Bonjour Hervé. Bonjour Jean-Paul. Président de la FRSEA Grand Est. Alors, on va parler des enjeux importants de la captation du carbone, mais il faut rappeler de façon pédagogique quelques chiffres. Le GIEC, il dit quoi? Le GIEC, il dit, on ne sait pas exactement, mais grosso modo, en 2100, on devrait avoir une augmentation qui peut aller de 1,5 à 7 degrés. Les accords de Paris signés en décembre 2015, vous vous en rappelez, disent, bon, mais attention, on va plutôt essayer de se limiter à 1,5. Et pour ça, clairement, l'UE, elle dit, il faut diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre. Et si on redescend de façon encore plus précise en France, on dit en 2050, il faut viser la neutralité carbone. Alors l'agriculture dans ce concert d'objectifs, quel rôle elle a et surtout elle contribue combien aux émissions de gaz à effet de serre? Relativement peu, moins de 1%, mais c'est quand même une source et il faut essayer de pouvoir respecter tous les objectifs qui sont donnés. Alors tout d'abord, il faut peut-être dire que l'agriculture est victime du réchauffement climatique. L'agriculture, elle est victime, elle est cause, mais elle est aussi solution. Les chiffres que vous rappelez, Jean-Paul, c'est que la France, elle émet 1% des gaz à effet de serre à l'échelle de la planète. Par contre, l'agriculture, elle est responsable de 17% des gaz à effet de serre émis en France. Donc le méthane et le protoxyde d'azote. Et donc aujourd'hui, c'est d'accompagner les agriculteurs sur l'aspect nourricier, parce que l'agriculture doit garder son rôle nourricier. Je pense que l'autonomie alimentaire française et européenne, c'est stratégique, pas seulement pour la France, mais pour l'Europe, mais qu'elle est aussi en capacité de répondre à ces objectifs de tendre vers la neutralité carbone. Et donc, comment on met les pratiques agricoles en place dans nos fermes de polyculture, d'élevage, pour atténuer aussi ces gaz à effet de serre et montrer que l'agriculture, elle est porteuse de solutions et que la solution, on la trouve aussi dans la photosynthèse. C'est-à-dire que chaque mètre carré de sol qui sera cultivé, la plante, grâce à la photosynthèse, va capter les gaz à effet de serre et stocker le carbone dans le sol. Donc l'agriculture avec la forêt sont les deux principales solutions pour capter les gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment positionner l'agriculture en termes de solutions. Guylain, l'idée c'est faire plus de production avec moins de gaz à effet de serre. Exactement. Donc produire plus en consommant moins d'énergie, etc. et en stockant plus de carbone. Concrètement, on sait qu'il y a une stratégie, c'est la stratégie 4 pour 1000, Hervé en parlait. Ça veut dire que selon les cultures, on est capable de pouvoir stocker de façon durable des tonnes de gaz. Alors expliquez-moi un peu. En fait, l'objectif de 4 pour 1000, c'est d'augmenter la matière organique des sols. Et quand on augmente la matière organique des sols, ça passe par la couverture des sols. Alors quel que soit le mode de culture, mais un sol qui est couvert, il va capter les gaz à effet de serre. Et donc l'idée, c'est d'engager cette couverture des sols sur l'ensemble du territoire. Alors avec les conditions climatiques qu'on a, parce qu'il y a aussi ces phénomènes d'aléas climatiques, et on le sait très bien dans la région Grand Est, ces 3 dernières années, quand vous êtes en sécheresse très forte, au mois de juin, juillet, août, septembre, c'est compliqué d'avoir des couvertures des sols permanentes. Mais c'est d'adapter l'agronomie, les techniques et nos techniciens agricoles qui doivent nous accompagner aussi pour avoir cette couverture permanente des sols. Et je crois que c'est l'effet 4 pour 1000. En fait, on est capable de piéger les gaz à effet de serre qui sont produits annuellement dans nos sols grâce à cette couverture permanente, mais qui sont liés aux cultures intermédiaires à vocation énergétique demain, et puis aux prairies. Je crois que la prairie joue un rôle aussi intéressant. Et pour donner un chiffre, à l'échelle donc de l'agriculture et de la contribution de l'agriculture, c'est 8,43 millions de tonnes qui peuvent être captées par an. Donc c'est vrai que c'est pas négligeable. Et on va voir comment tout ça doit se mettre en œuvre pour arriver à capter avec le maximum de potentiel. Mais juste avant ça, il y a quand même des possibilités, des leviers de substitution. Par exemple, l'engrais donc synthétisé par rapport aux engrais organiques. Voilà, exactement. C'est très important de mieux utiliser les engrais organiques. Si on les utilise mieux, ça veut dire qu'on utilisera moins d'engrais chimiques. Et les engrais chimiques, pour les produire, et quand on les consomme, ça dégage énormément
de gaz à effet de serre, le protoxyde d'azote, qui a un pouvoir réchauffant 300 fois plus important plus important que le CO2. Donc c'est extrêmement important de travailler énormément sur l'utilisation des engrais organiques. Ça a un effet donc, sur le protoxyde d'azote. Ça a un effet aussi sur la qualité de l'eau, parce que si j'utilise mieux mes engrais, eh bien, je vais faire baisser aussi le taux de nitrate dans l'eau, donc j'améliore la qualité de l'eau. Ça a aussi un effet sur la qualité de l'air, puisque quand on utilise des engrais, eh bien, on a aussi des dégagements d'ammoniac, etc., donc des particules fines. Donc si je travaille mieux mes engrais organiques, eh bien, je vais agir sur le bilan carbone, sur la qualité de l'air et la qualité de l'eau. Et en plus de ça, on le voit bien, la crise pour le moment, la flambée des cours de l'azote. Donc je vais améliorer aussi la santé financière de mon exploitation. Et puis au final, si j'améliore aussi le bilan carbone, je vais pouvoir négocier la vente des crédits carbone. Joël Limousin, ce que vous dites, vous, c'est que si on veut capter, si on va aller chercher ces 8,43 millions de tonnes pour les mettre donc dans le sol, il faut que la machine agricole fonctionne. Quand je dis machine agricole, c'est la ferme France. Là-dessus, il faut quoi comme condition sine qua non ? Alors, la condition par rapport à ce que vient d'évoquer Hervé, notamment sur l'agronomie, le sol, c'est le garde-manger pour justement permettre de rentrer dans le circuit notamment de production de végétal pour nourrir les animaux. Et pour cela, on a le climat qui nous joue des tours depuis déjà un certain nombre d'années. Donc nous avons l'obligation de nous adapter pour répondre à cet enjeu, bien évidemment, mais notre priorité, c'est aussi de répondre à la souveraineté alimentaire. Et cette approche d'économie circulaire, on l'a fait de nous-mêmes dans notre approche de production, notamment de végétaux, qui peuvent être remis dans les sols, mais aussi de nourriture pour les animaux avec des effluents d'élevage, comme vient de l'évoquer Guylain, pour remettre au sol, pour garder de la matière organique et cette capacité de capter le carbone. Mais on voit qu'on a soit de la sécheresse, soit de l'excès d'eau, soit des coups de chaleur qui brûlent les plantes. Donc il faut trouver des adaptations. Et donc ça passe par la prévention. La prévention, c'est notamment d'avoir des adaptations en fonction des périodes de pousse, et notamment c'est des mélanges fourragers, pour permettre d'avoir une sécurisation fourragère pour nourrir les animaux. C'est d'avoir la capacité de diversifier les cultures. On voit que le sorgho a fait son apparition de plus en plus pour diversifier la capacité de fourrage sur l'exploitation, parce que le sorgho aime la chaleur et est moins consommateur d'eau en période d'été où il y en a moins. Et puis on doit passer aussi par le stockage de l'eau. C'est indispensable. Et le ministre de l'Agriculture est parti là-dessus avec le Varenne de l'eau. Et donc d'avoir une application de stockage de l'eau qui se fait en lien avec les collectivités, avec les programmes territoriaux de gestion de l'eau, pour faire du stockage d'eau, mais aussi éliminer cet excès d'eau lorsqu'on a des inondations, comme on a eu encore cette année, et en pleine période estivale. Donc on voit que c'est quand même assez violent quelquefois. Et vous dites, si on veut capter du carbone en quantité, il faut avoir des hectares et il faut sacraliser quelque part, ou tout du moins faire lutter contre l'artificialisation du foncier. Il faut lutter contre l'artificialisation du foncier. C'est pour ça que l'agriculture joue pleinement ce rôle. Et notre idée, c'est vraiment de garder cette agriculture sur l'ensemble des territoires, y compris dans les zones difficiles, que faire un espèce de front commun pour éviter la disparition de l'élevage, parce qu'on voit bien cette complémentarité, qu'on a des zones de culture, d'arboriculture, de viticulture qui sont enclins avec les coups de chaleur, notamment des 40-45 degrés. Donc on peut voir que l'énergie peut y venir avec notamment des panneaux photovoltaïques qui peuvent jouer cet écran par rapport à l'ombre et en plus apporter de l'énergie. Donc on peut jouer cette complémentarité. Alors j'ai lu votre rapport là, dans le cadre de la FNSEA que vous avez écrit, et ce qu'on voit dans votre rapport, c'est que vous dites il faut de l'innovation. Expliquez-moi. Oui, il faut de l'innovation parce que c'est par rapport à l'augmentation des températures, il faut que la génétique soit au rendez-vous sur les technologies pour avoir une vraie compétitivité dans nos élevages, et on a les outils en la matière, mais que la recherche privée comme publique doit continuer d'avancer pour justement avoir des plantes plus résistantes au phénomène de coups de chaleur, pour pouvoir justement diversifier notre offre et également répondre à des enjeux tels que l'agriculture biologique. Sachez qu'aujourd'hui, l'agriculture biologique se développe
dans les zones où on a de l'eau à disposition parce qu'on apporte une sécurité. Ça, je pense que c'est indispensable d'avoir un panel suffisamment ouvert pour pouvoir nourrir notre population, mais il faut que la recherche soit au rendez-vous, cette innovation, cette technologie, le numérique en particulier. Et vous dites les énergies renouvelables produites en agriculture peuvent jouer un rôle, et c'est vrai que c'est pas toujours facile d'orchestrer, d'arbitrer entre l'alimentaire et le renouvelable. Je pense que c'est d'éviter de rentrer dans le conflit en la matière, c'est de jouer cette complémentarité. Et je pense que le photovoltaïque sur les bâtiments, tout le monde va être d'accord là-dessus. Par contre, attention, lorsqu'on est sur du sol, il faut que ce soit en complémentarité avec de l'élevage existant, ça ne doit pas être à la place d'eux. Et ça, j'insiste lourdement là-dessus. Pascal Gaillot, nous sommes dans le Grand Est, vous êtes au Conseil régional Grand Est. Concrètement, comment pouvez-vous accompagner les éleveurs, les agriculteurs dans la captation du carbone ? Eh bien, la région est à tous les niveaux, et d'autant plus que quand on regarde les travaux du GIEC, nous sommes la région de France qui va être la plus impactée par le réchauffement climatique. On nous annonce potentiellement des températures, des points de température à 55 degrés en 2050. Ce sont les températures de la vallée de la mort, autant dire que voilà, ça a de quoi nous inquiéter. Donc, mais en même temps, ça nous responsabilise. Donc nous, notre volonté régionale, c'est évidemment d'être aux côtés des agriculteurs à chaque étape. On les a aidés dans le diagnostic. Il faut toujours commencer par un diagnostic. On sait ce qui va nous arriver et on sait à peu près comment ça va se passer aujourd'hui. On est là, si je prends un exemple de diagnostic, on vient de quantifier à l'échelle du Grand Est, et c'est la seule région de France qui l'a fait, les besoins en eau à 2030 et à 2050, en tenant compte bien évidemment d'un besoin croissant d'eau pour l'agriculture, puisqu'on vient de vivre des années compliquées et on sait qu'on aura des besoins complémentaires. Ça a beau être la région Grand Est de la France, on ne peut pas faire pousser un pied de tomate dans cette région sans y apporter un arrosoir d'eau. Voilà. Donc concrètement, on a quantifié nos besoins, on a déterminé, on a identifié où sont nos régions, nos petites zones en tension. Et on va un peu plus loin aujourd'hui, on regarde comment on peut faire demain pour équilibrer les besoins et les usages de l'eau et surtout rentrer dans cette dynamique de stockage de l'eau, il n'y a pas de souci. Donc on est là au moment du diagnostic. On est là après sur des programmes de recherche et de développement parce que les solutions, on l'a dit, l'innovation, etc., les solutions existent, mais elles ne sont pas toujours totalement approuvées et éprouvées en tout cas. Donc on est là avec des programmes européens d'innovation pour accompagner toutes les grandes réflexions. C'est sur l'autonomie alimentaire des exploitations, c'est sur le carbone, c'est sur l'azote, tous ces sujets qu'on vient d'évoquer. On est là aux côtés des agriculteurs pour travailler sur ces éléments de recherche. On est là aussi auprès de tout l'environnement de l'agriculture qui réfléchit aujourd'hui aux solutions. Quand on parle nouvelles technologies, on est en train d'élaborer un contrat de filière sur les bio-intrants. Quand on parle de robotisation, on a des start-up aujourd'hui, et vous en connaissez certaines, qui mettent au point des outils. Je peux parler du Vitibot, par exemple, en Champagne, qui aujourd'hui se développe. On est en phase industrielle et donc on apporte des solutions aux agriculteurs. On sera là. Et puis, bien évidemment, on est là aussi auprès des agriculteurs sur les investissements. Une fois que tout est bien validé, l'accompagnement des investissements demain, on sait que ça va être, on est dans cette phase de transition qui est énorme. Il y a une prise de risque sur laquelle on réfléchit aussi. Comment on accompagne les transitions, comment on couvre les risques. On ne pourra pas changer, faire des conversions sur les exploitations sans qu'il y ait quelques impacts économiques. Il faut que la collectivité soit là pour combler ces éléments. Et puis le soutien aux investissements pour préparer évidemment demain et être bien évidemment aux côtés des agriculteurs. Hervé Lapie, si on capte du carbone en France, il ne faut pas importer des émissions venant de l'étranger ou des productions agricoles liées à des émissions à l'étranger. Oui, c'est tout le sujet et le débat qu'on a autour du Green Deal aujourd'hui sur l'orientation de l'agriculture européenne. Je crois qu'on a la chance d'être sur des territoires tempérés, alors certes qui subissent des aléas climatiques, mais il ne faut pas qu'on soit égoïste non plus vers un système de décroissance qui va baisser la production en Europe et qui va importer des produits qui ne respectent déjà pas nos normes environnementales et sociales et qui en plus vont dégrader le bilan carbone. Donc je crois que voilà, il faut retrouver un peu de sérénité, retrouver une ambition agricole européenne assez forte et ces enjeux-là, on doit les partager avec les députés européens pour qu'on ait une vision un peu pragmatique
et pas dogmatique, et de se dire qu'on est très égoïste en Europe, on va faire très bien chez nous et puis on va aller compenser notre bilan carbone par des importations qui ne respectent pas nos normes. Donc je crois que voilà, il faut trouver cette triptyque-là très intelligente et j'espère que le pragmatisme va l'emporter parce que les débats qui sont aujourd'hui au sein de l'Union européenne sont quand même assez compliqués. C'est important, oui. Toute dernière question, parce qu'on est arrivé au terme de cette émission. Est-ce qu'il faut rémunérer les producteurs pour cela qui souhaitent répondre? Oui, Oui, la réponse est claire. oui. Ça fait très que se clairement. faire Bien sûr. citoyennement. Il faut rémunérer les éleveurs pour les services qu'ils rendent par rapport au climat, par rapport à l'environnement. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que si moi, sur ma ferme, j'agis pour lutter contre le changement climatique, je vais aussi améliorer globalement la santé financière de mon exploitation. Donc ça va faire 2 leviers sur lesquels on va pouvoir améliorer la santé financière de l'exploitation. Bon, merci beaucoup. Merci Joël Limousin, merci Pascal Gaillot, merci Hervé Lapie et merci Guylain de Viron. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis ici en direct du salon Agrimax. À bientôt.